Pendant des siècles, le monde germanique avait été partagé en de nombreuses entités politiques, au moins 35 États souverains, mais qui étaient réunis pour la plupart au sein du Saint-Empire romain germanique, dont l'empereur était à Habsbourg, également duc d'Autriche. Mais cet empire avait été dissous en 1806 lorsque François II avait renoncé à cette couronne et pour devenir François Ier d'Autriche. Pendant l'époque de Napoléon, il y a eu la Confédération du Rhin, et en 1815, le Congrès de Vienne a de nouveau organisé le monde germanique dans la Confédération germanique, qui disposait d'une diète fédérale, c'est-à-dire une assemblée qui réunissait les États membres, à Francfort, et dont le président était l'empereur d'Autriche. Mais les aspirations nationales et l'aspiration à l'unité allemande étaient nées pendant les guerres de Napoléon, et elle n'allait pas se satisfaire de cet état de fait. Et notamment la Prusse, qui avait au fil du temps, depuis Frédéric II, et encore elle s'était agrandie en 1803 et en 1815, a gagné en puissance, et elle avait l'intention d'incarner cette aspiration à l'unité qui se manifestait, c'était l'époque romantique, c'est l'époque aussi de beaucoup de choses, mais des nationalités, ce qu'on appelle en Allemagne le Sturm und Drang, qui veut dire tempête et mouvement. Et toute la période politique qui précède la révolution de 1848 s'appelle le Vormärz, c'est-à-dire ce qui précède le mois de mars 1848. En 1818, la Prusse avait établi une union douanière, elle avait des possessions qui n'étaient pas toujours très cohérentes, elle a fait une union douanière dans ses possessions, qui, en 1834, a été élargie à d'autres États. Donc, il y avait une nécessité, notamment à cause du chemin de fer, qui passait souvent les frontières, on ne pouvait pas faire des lignes toutes petites, donc il fallait faciliter la circulation. Et puis c'était un moyen d'unir entre eux les peuples allemands qui n'étaient pas unis politiquement. Et en 1848, quand la Révolution a éclaté, un parlement s'est réuni dans l'église Saint-Paul de Francfort. Et ces parlementaires réclamèrent au gouvernement une assemblée constituante. Et ils proposaient une union sous l'égide de la Prusse, qui était l'État le plus puissant. Alors dans une fédération plus ou moins, où la Prusse avait plus ou moins d'hégémonie, mais avec de toute façon la Prusse. Et le 27 mars 1849, ce Parlement vota une constitution, toujours dans l'église Saint-Paul, et offrit la couronne à Frédéric Guillaume IV, roi de Prusse. Mais le roi de Prusse n'était pas tellement enclin à accepter une couronne qui lui était donnée comme ça par les parlementaires, c'était pas tellement son tempérament, et donc il refusa. Mais il ne refusa pas de prendre la tête du mouvement pour l'unité allemande, et il convoqua l'Union d'Erfurt, qui voulait être une fédération des États allemands excluant l'Autriche. Parce que l'Autriche n'est pas entièrement allemande, elle a des possessions qui ne sont pas allemandes. C'est ça sa grande faiblesse dans l'affaire face à la Prusse. La Prusse, elle est entièrement et indubitablement allemande. L'Autriche, il y a la Hongrie, la Bohême qui est composée de Tchèques et de Slovaques qui sont des Slaves, etc. Donc elle a des possessions en Italie. Et cette union d'Erfurt va échouer parce que l'Autriche et la Russie vont faire pression dans ce sens. La Russie vient d'intervenir d'ailleurs en Hongrie pour mater la révolte nationale contre l'Autriche. Donc on est encore dans le système du Congrès de Vienne. Les puissances interviennent pour maintenir les souverains légitimes et les frontières. Et la conférence qui se donnait à Olmütz aboutit à ce qu'on appelle la reculade d'Olmütz, c'est-à-dire que la Prusse renonce à son projet. Olmütz, c'est une ville de Moravie. À Frédéric Guillaume IV succède en 1862 Guillaume Ier. Et Guillaume Ier va prendre comme ministre-président, qui va devenir chancelier, Bismarck. Et Bismarck va être l'équivalent de Cavour pour l'Italie, ça va être la cheville ouvrière de l'unité allemande. Et Bismarck va exprimer sa politique, qu'on appelle la réelle politique, la politique du réel. C'est une expression qui est restée non seulement en allemand, mais même dans d'autres langues européennes. Dans un discours à la Chambre des représentants de Prusse, le 30 septembre 1862. Et il va leur tenir ce discours,
Les grandes questions de notre temps ne se décideront pas par des discours et des votes à la majorité, mais par le fer et par le sang. Voilà un beau programme qui va être parfaitement appliqué. Mais dans un premier temps, la Prusse et l'Autriche vont faire cause commune au service de la cause germanique dans la guerre des duchés. Il se trouve que le roi de Danemark avait annexé le Schleswig et le Holstein, qui sont les deux provinces qui sont dans le bas de la péninsule, qui est le Danemark. Mais ces provinces sont peuplées de très nombreux Allemands, si bien que la Prusse et l'Autriche s'y opposèrent. La Prusse entra en guerre et annexa ces provinces. Donc là, en 1864, vous voyez qu'il y a une collusion entre l'Autriche et la Prusse. Mais elle ne va pas durer, la rivalité va bientôt renaître, et Bismarck va notamment profiter des guerres pour l'unité italienne. Et en 1866, il a passé un accord secret à Florence d'assistance mutuelle avec le jeune royaume d'Italie de Victor Emmanuel. Et il ne reste plus, quand on a un pacte d'assistance mutuelle, c'est pour se défendre et donc c'est pour attaquer. C'est pas pour faire la paix, c'est pour faire la guerre, les traités, bien sûr. Et donc des mouvements de troupes se produisent au Tyrol italien, le long de la frontière avec l'Autriche, si bien que ça pousse l'Autriche à déclarer une mobilisation partielle. Et aussitôt, l'Italie se proclame en danger, décrète la mobilisation générale, et c'est la guerre, qui se termine, comme vous l'avez vu déjà, par des défaites italiennes, mais l'Autriche va quand même être obligée de céder parce qu'elle est battue par la Prusse à Sadowa. Et la Prusse, cette fois, crée la Confédération de l'Allemagne du Nord, qui est une fédération qui a une apparence fédérale, mais qui est en réalité fortement dominée par la Prusse. La constitution de cette fédération l'affirme d'ailleurs. Donc ça n'est pas un secret. Et du coup, l'Autriche, qui a perdu beaucoup de son influence, elle garde de l'influence en Allemagne du Sud, mais beaucoup de son influence dans le monde germanique, va se rééquilibrer en se tournant vers l'Est. Et notamment, ça va être en 1867, l'époque du grand compromis avec la Hongrie. L'empereur d'Autriche est également roi de Hongrie, la couronne de Saint-Étienne. Elle passe après la couronne d'Autriche, mais là, on va les mettre à égalité, ce qui vient que cette monarchie va devenir ce qu'on appelle la double monarchie, impériale et royale, kaiserliche, königliche, qui est abrégé en K und K. Et les couronnes d'Autriche et de Hongrie vont être à égalité. Ce sont des épisodes qui sont très bien racontés dans Sissi impératrice, c'est assez, même très fidèle à la vérité historique. Voilà un grand pas de fait vers l'unité allemande, mais tous les États d'Allemagne du Sud restent quand même rattachés à l'Autriche. D'abord, ils sont également catholiques comme elle. Et donc il faut les rallier à la cause. Et pour cela, il faut trouver une occasion. Et Bismarck va penser que le meilleur moyen de réunir des peuples, c'est qu'ils aient un ennemi commun. Et il se trouve qu'au moment de la constitution de la Confédération de l'Allemagne du Nord, la France avait protesté, elle avait réclamé des morceaux de terrain sur la rive gauche du Rhin, bien, et du coup, Bismarck avait scellé avec les États d'Allemagne du Sud une alliance défensive, en disant, regardez, la France n'est pas contente, donc il faut savoir se défendre. Et bien sûr, quand c'est une alliance défensive, c'est pour faire la guerre. Et l'occasion va se présenter en 1870, car à la suite d'une révolution, le trône d'Espagne est devenu vacant. Il y a plusieurs candidats, et Bismarck pousse la candidature du prince Léopold de Hohenzollern. Alors les Hohenzollern, c'est la dynastie qui règne sur la Prusse, c'est la dynastie de Guillaume Ier. Et évidemment, la France est affolée, elle se dit comment on va de nouveau avoir des Hohenzollern au nord, des Hohenzollern au sud, comme avant on avait les Habsbourg au nord et les Habsbourg au sud, c'est affreux, on va être encerclé. Et donc, elle exige que Guillaume Ier renonce à cette candidature. Et Guillaume Ier conseille à son cousin d'y renoncer. Tout va bien. Mais Bismarck va profiter de va créer un incident diplomatique à cette occasion, la dépêche d'Ems, je vous raconterai ça la prochaine fois, et il déclenche la guerre contre la France, ou plutôt il fait en sorte que la France lui déclare la guerre. Et cette guerre est victorieuse, la grande victoire est remportée à Sedan, l'empereur Napoléon III est fait prisonnier, et la France est vaincue,
l'Allemagne va annexer l'Alsace et la Lorraine, mais la conséquence la plus immédiate, c'est que le 18 janvier 1871 est proclamé l'Empire allemand. Et où est-ce qu'il est proclamé? Dans la galerie des glaces du château de Versailles, pendant que Paris est encore assiégé. Et cet empire comprend 25 États qui restent souverains, mais qui sont dominés par la Prusse, qui s'occupe notamment des affaires militaires et diplomatiques, ce qui est habituellement le cas dans les fédérations. Ainsi est né l'Empire allemand.